Bonne dégustation. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Fred Ricou. Une série de reportages au cœur des cuisines qui inventent la gastronomie de demain. Aujourd'hui, je vous emmène chez Zostera dans le 16e arrondissement de Paris. Une adresse qui n'existe que depuis 1 an, une étoile Michelin déjà au compteur et un chef qui cuisine la mer comme personne. Ce jour-là, Julien Dumas fêtait ses 47 ans. Ah bah voilà Zostera, tiens. Belle carte. Très bien, ça commence très bien. Et voilà. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. On est chez toi maintenant en fait, hein ? Ah ouais, t'es sûr ? Ouais, non, mais On est vraiment chouette. chez moi, ouais. On est vraiment chez toi, quoi. Ouais. C'est bien, c'est bien. Tu me fais visiter un petit peu ? Petit restaurant, mais je te fais visiter. Allez, on y va, je te suis. Donc là, Ça, c'est la première salle principale, Ouais. dans lequel, dans le futur, je pense au mois de janvier, il va y avoir des travaux avec une cuisine ouverte. Là, tu découvres un peu un lieu qui est, entre guillemets, dans son jus. On a fait quelques travaux, on a repeint, on a poncé, les boiseries. Toi, ça fait quoi ? Ça fait même pas 1 an que t'es installé, hein ? Ça fait 1 an, presque 1 an et demi. Presque 1 an et demi déjà ? Ah ouais, le temps passe vite. Le Hein. temps passe vite, hein, Ouais, quand ouais. on s'amuse. Et après, voilà, donc il va y avoir on va avoir un gros changement de moquette, un changement d'éclairage aussi également. Et puis voilà, donc je voudrais restructurer pour que la circulation se fasse beaucoup mieux, pour que les collaborateurs soient au plus près des clients et que moi je puisse voir tout le monde. C'est le fait justement d'avoir déjà un peu vécu dans ce restaurant pendant 1 an et demi qui te fait faire des travaux, ou alors c'est parce que tu n'avais pas eu le temps de les faire jusque-là ? J'avais envie de faire des travaux dès mon arrivée parce que c'était un restaurant que je trouvais un peu, entre guillemets, dans son jus. Et du coup, je me suis dit, allez hop, je le mets à ma patte. Mais j'ai aimé quand même attendre 1 an et demi, comme ça je vois qu'est-ce qu'il faut faire et de la façon dont il faut le faire. C'est ça. Ah, bah répondre au téléphone. C'est même le chef qui répond au téléphone. Il y a plein d'œuvres d'art au mur, là. C'est toi qui les as mises, j'imagine ? C'est une artiste du quartier. Voilà. Et là, la prochaine étape, c'est d'essayer de mettre des œuvres d'art qui correspondent plus à mon état d'esprit, c'est-à-dire vraiment tourner sur des espèces un peu en voie d'extinction, tourner sur les milieux marins. Voilà, ça c'est l'objectif de la rentrée. Et ici, tu vois, même même après les travaux, ça va être un salon privatif. Parce que j'aime quand même ce côté de pouvoir réserver une table à soi dans un restaurant et dans laquelle on peut être tranquille. Tu montres un peu la cuisine ? On y va. On reviendra ici, on s'installera ici pendant quelques minutes. Et voilà. Et après, donc là, c'est la cuisine. Tu vas voir, c'est encore des vieux pianos au gaz. Donc on va sentir tout de suite la chaleur en rentrant, malgré avoir éteint beaucoup de jeux. Là, à partir de là, on sent la chaleur. Oui, c'est vrai. Malgré avoir éteint le piano. Ici, c'est la partie canapé. Juste ici, machine à café. Et juste après, c'est la pâtisserie. Donc vraiment, faire de la pâtisserie avec cette température, c'est vraiment pas évident. C'est ça, c'est compliqué. Tout ce qui est chocolat, tout ce qui est... j'imagine que ça va être très compliqué à manier, quoi. Oui, en plus de ça, voilà, franchement, on a repris la cuisine dans un état d'il y a 20 ans. Donc elle n'est pas non plus en grande forme. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont prévus. Oui, beaucoup de travaux pour que ce soit une cuisine au goût du jour. Avec de l'électrique, voilà. Donc là, on est derrière la salle. C'est ça, là, on est derrière la salle où on était tout à l'heure. Privative, ouais, tout à fait. Et là, ici, c'est la zone, aujourd'hui, c'est la zone d'envoi du pass. Il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe des cuissons et une personne qui s'occupe des sauces. Et plus tard, dans le projet futur, c'est vraiment le fait de se dire chaque personne aura 2 plats à s'occuper, de la sauce, du poisson ou des matières, des matières principales du plat, pour que chaque personne aille au bout du plat et qu'il puisse le dresser aussi. C'est ça. C'est magnifique en tout cas. Enfin, c'est magnifique en tout cas, on sent qu'il y a déjà des projets, quoi. Puis là, on voit qu'il y a plein de petites mains minutieuses. Donc, elle fait quoi cette cuisine ? Elle fait 25-30 mètres carrés, c'est ça à peu près ? Elle fait 30 mètres carrés avec la pâtisserie et la zone d'envoi des canapés. Et là, vous êtes 6 ? Ouais, on est 6, ouais. Enfin, je veux dire, faut pas se marcher dessus, quoi. Non, faut pas se marcher dessus. C'est pour ça que plus tard, il y aura vraiment, ça sera vraiment des zones bien distinctes et ils pourront travailler par paire et par binôme, mais ils se marcheront encore moins dessus. Bravo. On va se réinstaller ? Allez. Voilà, on est installé dans cette jolie salle, donc qui va changer effectivement. Tu m'as dit qu'il est dans son jus. Comment tu la vois, toi, cette salle ?
La seule chose que je sais, c'est que la salle, je trouve que la salle aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à mon univers. Elle ne te ressemble pas en fait. Oui, elle me ressemble pas. Alors, quand on la regarde comme ça, c'est la première fois où je m'assois ici et je regarde la salle dans le long. Et je m'aperçois quand même que les boiseries sont plutôt bien ficelées et que je vais peut-être vouloir les garder pour après. Parce que je trouve que la marque le bois, c'est quelque chose ça me rappelle le bois des bateaux, donc ça me correspond plutôt pas mal. Et la question c'est qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va être une salle beaucoup plus lumineuse, avec une moquette un tout petit peu plus gonflée, avec des teintes un peu noires et vertes, pour rappeler un peu Fond marin ? Ouais, la Zoster marine, et puis les couleurs un peu effectivement de tous ces herbiers. Et après, des tables en bois pur, les chaises, on verra ce que ça va devenir. Mais pour moi, c'est en fait ce que je trouve vraiment difficile, c'est de se projeter dans un endroit. Moi qui aime le mouvement, un peu comme les vagues qui sont différentes les unes des autres, là, il faut que je fige un décor, et figer un décor, pour moi, c'est dur. En fait, la mer est toujours en mouvement, la mer n'est jamais la même. C'est ça que tu veux en fait arriver à recréer dans ton restaurant ? J'aimerais beaucoup, on le fait déjà avec la cuisine, donc c'est une cuisine en mouvement et qui va au gré des saisons, c'est-à-dire que des fois il y a des tempêtes, donc des plats beaucoup plus intenses, des fois il y a des plats beaucoup plus calmes, il y a des courants, et du coup c'est vrai que c'est une cuisine qui vit comme au gré de l'océan Atlantique sur les bords de Bretagne, à la fois au gré des saisons, au gré des marées, au gré du vent, au gré du soleil. Enfin, c'est une cuisine en mouvement, quoi. Et j'aimerais bien, mais c'est trop difficile de pouvoir avoir une cuisine, une salle en mouvement. Mais peut-être que on verra. On va parler un peu de ta cuisine, parce que c'est tout le but. On est en plein Paris, dans des très beaux quartiers, et toi, tu as une cuisine très marine. Effectivement, les deux mains sur la table, on s'intéresse particulièrement aux produits locaux, aux chefs qui vont travailler avec des produits à 100-150 km de chez eux. Toi, tu t'es spécialisé depuis, allez, on dira même ça depuis presque 2008, on en reviendra effectivement vraiment sur la réflexion autour des produits marins. Quel a été le déclic justement qui t'a fait regarder les produits de la mer autrement ? Toi, tu as une histoire avec la Bretagne, à la base tu es de Grenoble, mais toi tu as une histoire avec la Bretagne, raconte-nous un petit peu justement tout ça. Alors, il faut savoir ici quand même que, excepté les produits marins, on a quand même un restaurant qui source à peu près à 200 km. C'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà, hormis les produits marins. Je fais ça pour deux raisons. Je fais ça, la première, c'est pour essayer, quand les gens viennent ici, de leur faire comprendre qu'on peut manger des poissons différents de ce qu'on peut trouver dans les poissonneries et de ce qu'on a l'habitude de manger. Là, par exemple, demain, on va recevoir des vives de ligne et on va faire un canapé avec de la vive de ligne. Et c'est vraiment un poisson qui est très... que personne n'utilise, à part dans les soupes. Et quand il est bien pêché, franchement, c'est vraiment canon. C'est vraiment, vraiment, vraiment canon. C'est depuis 2008. En 2008, j'ai été au Rech, à l'époque, avec Jacques Maximin. Et à l'époque, Alain Ducasse missionne Jacques Maximin et moi aussi pour essayer de remonter un peu le restaurant Rech. Pas pour remonter, mais donner une nouvelle dynamique. Et du coup, Jacques Maximin, il me missionne à trouver des poissons dont j'avais jamais entendu parler, comme le mulet, comme le pagre, comme après il y en a d'autres, mais la liche, la dorade Beausieu, tout ça. Et donc je commence à me renseigner, je me documente avec le livre d'Emin Kelly à l'époque, c'était Le Duc. Et là je découvre des poissons que je connaissais pas, et du coup on me met en contact avec un marailleur avec un grossiste à Rungis. Et je demande du pagre. Là je reçois un pagre incroyable. Parce que je dis, bon, je leur mets un peu la pression, je dis c'est un pagre pour Alain Ducasse, patati patata. Et ils mettent un pagre incroyable. Et là, je retourne l'étiquette et c'était marqué Maison Gégaud. Et là, je fais mes recherches sur internet et c'est un poissonnier / marailleur qui se retrouvait à Etel.
Et Tel, sur la carte de France, c'est très proche de Lorient, donc à, je pense, une demi-heure de Carnac en voiture. Là où j'ai passé tous mes étés avec ma marraine. Et du coup, je vais là-bas, je vois un univers, je rencontre Gilles qui est plus de ce monde. Et là, il me fait découvrir un univers marin incroyable. Enfin, ce monsieur, il faut savoir une chose, c'est que c'était un gars, il se déplaçait sur toutes les criées. Il allait voir tous les lots, il achetait tous les lots. Et quand il y avait un lot qui lui plaisait, il était capable de mettre des sommes colossales dedans. Pourquoi tu y es allé directement? Je veux dire, toi, tu étais dans un... tu étais dans un restaurant parisien, donc le Reich, effectivement, tu l'as expliqué. Hein, en plus, c'est un restaurant qui est spécialisé dans la marine. Et pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais y aller? C'est parce que ces souvenirs bretons sont remontés? Non, ça aurait été une belle histoire, mais la deuxième fois que je commande du pagre, beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Et c'était pas du tout la maison Gégo. Si, c'était la maison Gégo aussi. Et là, donc, j'appelle le grossiste, je lui dis, non, je lui dis, mais pourquoi, la dernière fois, machin, j'ai eu le pagre était magnifique, là, il est moins bien. Il me dit, ah, c'est le marieur, il a envoyé n'importe quoi, machin. Et donc, je lui dis, moi, je veux qu'il m'envoie que du beau, donc je lui dis, je vais trouver son numéro, je vais l'appeler. Et là, j'appelle Gilles, et il me dit, vous êtes qui, et tout, donc je lui explique. Et il me dit, mais non, mais c'est pas possible, moi, mes poissons sont ultra frais, je les envoie, et tout ça. Et donc, il m'a dit, même si vous voulez, vous venez me voir. Et je l'ai pris au mot, je suis allé le voir. Et voilà, et après, ça a commencé l'histoire d'amitié, parce que ça a été un vrai ami pendant des années et des années. C'est quelqu'un dont je me souviendrai tout le temps, c'est grâce à lui que je fais de ça aujourd'hui. Il m'a fait découvrir tacos, chinchard, mulet, sardines. Sardines, tout le monde connaît, mais pas la sardine, la façon dont lui il le traite. Dorade grise, merlan, je l'ai dit, peut-être pas merlan, julienne, aigle fin. Et donc je me suis pris à découvrir des poissons que j'avais vraiment jamais cuisiné, mangé, dégusté. Et donc je suis allé là-bas, j'ai fait des criées, j'ai vu des couleurs incroyables. Et donc j'ai commencé à commander des produits et j'ai trouvé que c'était un terrain de jeu exceptionnel et j'ai vu qu'on pouvait le manger cuit mais que cru c'était aussi délicieux. Donc voilà, et donc là a commencé mon univers marin et en retournant à la gare Dorée, parce que j'avais pris le train à l'époque, il passe par Carnac, donc là où ma marraine avait un hôtel-restaurant, il s'arrête à la poissonnerie et il s'avère que la poissonnerie était la personne qui fournissait l'hôtel de ma marraine. Donc tu dis un déclencheur avec cette personne et en plus il y a un lien avec toi directement, quoi. Ouais. Tu me racontes un peu ce lien avec la Bretagne justement? Le lien avec la Bretagne, c'est que je perds ma mère assez jeune, à l'âge de 2 ans. Et mon père se remarie quand j'avais 6 ans, mais ma marraine fait une sorte de personne qui m'éduque à la fois sur le côté nourriture, mais aussi sur le côté un peu rigueur, même si je ne suis pas vraiment quelqu'un d'hyper rigoureux. Je suis rigoureux, mais pas dans l'excès. Et c'est elle qui me montre comment on fait des raies au beurre noir, comment on fait, bon, qui sont interdits maintenant, mais comment on cuit des mulets, qui étaient trop cuits à l'époque aussi, mais la combinaison entre le maquereau et la pomme Granny Smith. Et c'est elle qui m'éduque vraiment à avoir des très bons produits, très bien cuisinés et très bons. Plus de ça, c'est que pour moi c'était un terrain de jeu la Bretagne, c'est-à-dire que j'étais enfant, j'allais jouer dans les rochers, j'allais jouer dans l'eau, je regardais les poissons, même si j'ai peur de plonger, je vais faire de la plongée sous-marine. J'allais soulever les rochers, je regardais ce qu'il y avait en dessous. Voilà, j'étais vraiment intrigué par ce qui se passait dans l'océan et c'était vraiment un terrain de jeu. J'étais un enfant assez solitaire. Donc du coup, je m'imaginais des histoires, enfin voilà quoi. Et puis, vu que j'aimais manger, je découvrais des plateaux de fruits de mer incroyables. Donc après, j'essayais de retrouver les bigorneaux ou des trucs comme ça sur les rochers. Donc tu reviens à Paris, donc après cette visite effectivement avec ce fameux Gilles. Et c'est à partir de là où tu te dis, on a travaillé n'importe comment jusque-là, on va essayer de travailler mieux. Ou du moins, tu l'expliques à Monsieur Maximin. J'explique à Monsieur Maximin que je veux travailler différemment. C'est quelqu'un qui, en plus, je veux dire, dans le milieu de la gastronomie, Jacques Maximin, c'est quelqu'un en plus qui a un caractère, quoi. Il l'a bien pris. C'était un peu dur au début, mais je me souviens plus exactement de son truc. Donc je lui ai présenté les produits, il m'a dit oh, ils sont exceptionnels les produits, et il a voulu les faire sa sauce. Et moi je trouvais que les poissons étaient trop cuits à l'époque, donc on avait des confs. Quand il les cuisait, je les trouvais trop cuits.
Déjà, j'aimais que le poisson soit délicatement cuit, qu'il soit respecté dans la cuisson, que ce soit un peu, que ce soit vraiment un peu comme une orfèvrerie, quoi. C'est un peu un bijou, hop, on cuit tout doucement, voilà. Donc je voulais que ça soit comme ça. Ce qu'on appelle cuisson nacrée, en fait, c'est ça? Oui, même au-delà, hein, c'est vraiment des cuissons encore plus que nacrées, quoi. C'est vraiment à très basse température. Et lui, par contre, il aimait le côté violent des choses, quoi. Violent, entre guillemets. C'est-à-dire, il aimait le rôtissage, le marquage. Et moi, je trouve que certains poissons, ça les aide et certains poissons, ça les aide pas du tout. Par exemple, la sole, je trouve que c'est l'un des seuls poissons qui aime cette espèce de confrontation avec la chaleur. Le bar aussi, mais c'est pareil, en fait, il aime deux cuissons. Il aime vraiment être saisi, puis après être cuit tout doucement. Le rouget, c'est pareil. Mais je trouve que la sole, c'est vraiment... je trouve que c'est la seule qui est capable, avec la raie aussi. À quel moment tu t'es dit, tiens, en 2008, on ne parlait pas encore, on va dire, de cuisine engagée, de cuisine engagée plus exactement. À quel moment tu t'es dit, il faut vraiment faire autrement et à partir d'aujourd'hui, je ferai tout le temps autrement que ce que l'on m'a appris et ce que j'ai vu jusque-là? C'est Gilles qui m'a encore dit, on a de moins en moins de poissons, on a de moins en moins de langoustines. C'est lui qui m'a alerté sur les choses et il m'a dit il faudrait que les gens, il faudrait que les cuisiniers comprennent que il faut consommer différemment, pas que du bar, du turbo, de la sole. Moi, il s'avère qu'en ce moment, on a du turbo parce que c'est la saison du turbo, mais après je vais le lâcher. J'en fais 1 mois, puis après je l'arrête. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à vouloir, pas par mesure de communication, mais plus par éthique, en disant si je veux laisser un océan à mes enfants plus tard et que ça soit un équilibre dans la biodiversité, il faut que je travaille dans ce sens-là. Donc voilà. Il y a des chefs justement, peut-être de ta génération, la génération d'avant, que tu as pu inspirer justement en se disant bon les gars, on arrête les bêtises. Moi j'ai réfléchi à ça, j'ai rencontré un marailleur qui m'a proposé ceci, il serait peut-être temps de changer. Est-ce qu'il y en a certains qui ont commencé à te suivre? Je sais pas. Non je sais pas. J'aimerais bien et j'espère de tout mon cœur qu'il y ait des gens qui regardent ce qu'on fait et qui prennent conscience que maintenant il faut arrêter les conneries. Ça j'aimerais vraiment beaucoup. Mais je sais qu'il y a quelqu'un moi qui m'a inspiré, c'est Olivier Rollinger. Voilà, ça c'est sûr. Et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions. Et je sais qu'il y a des gens qui poussent le curseur encore beaucoup plus loin que moi. C'est Alexandre Couillon, avec qui je suis très ami. Qui lui va au bout de la démarche de la pêche durable, du locavorisme. Il a son potager, il a son jardin, il fait sa fermentation, il a son compost. Enfin, je veux dire, il est dans un délire de locavore et j'aimerais beaucoup en arriver là, quoi. Vraiment. Moi en tout cas j'aimerais beaucoup en arriver là. C'est possible à Paris de faire ça? Locavore c'est 100 km autour de Paris. Donc partant du principe que j'aime l'océan, c'est pas possible. Mais au moins que j'ai au moins respecter respecter la saisonnalité, diversifier les poissons qu'on utilise, c'est déjà beaucoup. Alors là, c'est effectivement dans les deux mains sur la table, ce qu'on aime bien faire, ce que j'aime bien faire, c'est de suivre le chef et d'aller par exemple avec un producteur avec lequel il travaille. Ça n'a pas été possible de le faire effectivement pour cet épisode, mais est-ce que toi tu vas régulièrement au contact justement des producteurs avec qui tu travailles, que ce soit à la fois poisson bien évidemment, mais aussi peut-être, je ne sais pas, les fruits, légumes, ce genre de choses, aller au contact, les rencontrer comme tu as pu le faire effectivement il y a 17-18 ans effectivement où tu es allé au contact de ce marailleur. Est-ce que tu continues à le faire? Est-ce que tu as le temps de le faire? Est-ce que je continue à le faire? Alors je vais voir mon maraîcher qui est à Herblay quasiment tous les samedis. Donc oui, je continue à le faire, mais pas aussi souvent que je voudrais, pour 2 raisons. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai ouvert un restaurant, je suis un peu fatigué, voire même beaucoup fatigué le week-end, et c'est vrai que j'ai besoin de ce temps-là pour me reposer. Et 2, sachant qu'on est fermé samedi dimanche, pour moi ça m'embête énormément d'aller déranger mes producteurs le samedi et le dimanche. Voilà, c'est tout. Ça a une sorte de respect, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Si mon restaurant était fermé le dimanche, lundi, peut-être que je m'octroierais des lundis à aller voir les gens. Ouais. Est-ce que les clients aussi, quand tu as commencé, donc on a dit 2008, mais on va dire après les années qui ont suivi,
pour que dans les restaurants dans lesquels tu as travaillé, donc le Reich, un peu plus tard, je crois, le Lucas Carton, un peu plus tard, le Bellefeuille, etc., ne pas forcément avoir toujours des poissons ultra luxueux sur leur table. Est-ce que ça choque les clients ? Peut-être que de trouver, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que tu vas utiliser comme poisson, mais moins reconnu, moins luxe. Est-ce que ça choque les clients, ça ? Je ne sais pas si ça choque tous les clients. Je sais que je me suis confronté à des... Au début, en 2008, je me suis confronté à des mauvais avis. Et voilà. Après, au Lucas... C'était quoi les mauvais avis ? On vient pas pour manger des poissons de porc, on vient pas manger des poissons de soupe, on vient pas manger des poissons dégueulasses. Enfin, voilà, c'était un peu comme ça. Sauf que bon, c'est quand même des marins, ils y mettaient leur cœur, leur vie, leur trip, leur âme, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Donc, on répond dans ce cas-là ? On y va en frontal ou Non, on n'y va pas en frontal. On leur explique que c'est des poissons qui sont bien sélectionnés, bien sourcés, et que c'est pour ça aussi qu'on a mis ces prix-là. Et après, au Lucas, j'ai essayé de faire passer des messages, mais dans une institution comme celle-là, les gens avaient leurs habitudes, ils voulaient manger des langoustines qui venaient d'Écosse, des rivaux qui venaient de machin, enfin, bon voilà, c'était un peu... c'était pas évident de leur faire comprendre ça, donc il y a quand même eu une sorte de démarche. En fait, j'ai suivi beaucoup les plâtres quand je suis arrivé au Lucas. Maintenant, je sais que la personne qui a pris ma suite, lui, ça fonctionne plutôt bien, cette démarche. Ce qu'il a suivi. Après, au Bellefeuille, c'était une clientèle de 16e, un peu pas vieillissante au début. Donc, du coup, ils étaient absolument pas pour ça. Et puis après, il y a des jeunes qui se sont arrivés, ils étaient un peu plus ouverts. Mais là, depuis que je suis ici, une clientèle beaucoup plus jeune qui adhère complètement à la philosophie. Et puis les gens du quartier qui sont aussi un peu plus conventionnels, ils aiment bien. Ils aiment bien. Est-ce que c'est justement une question de mentalité ? Est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce que c'est une question de tout ça ? Ou est-ce que maintenant, Julien Dumas, il est assez connu pour que l'on vienne aussi pour sa cuisine, et on sait qu'on ne va pas avoir forcément du homard au mois de janvier alors que c'est pas du tout la saison. On va pas du tout avoir ce genre de poissons qui ne sont ni de saison. Et on va avoir surtout des poissons que l'on connaît moins. Je sais pas si c'est parce que je suis connu. Je sais que je fais passer En fait, vu que j'essaie de faire passer des messages sur les réseaux, y a des gens, ils viennent et ils veulent voir ce que c'est. Voilà. Donc est-ce que les gens adhèrent plus ou moins ? Parce que je suis connu, non. Je pense que c'est dans l'air du temps aussi que les jeunes prennent conscience que les gens prennent conscience qu'il faut vraiment avoir une autre méthode d'alimentation. Et après, je suis pas un ayatollah, je vais pas me mettre, je vais pas faire une grève de la faim. J'essaie juste d'expliquer aux gens pourquoi je le fais, dans quel but et dans quel sens. Puis voilà, le message passe. Il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent pas. Je sais pas, mais au moins, j'aurais fait l'effort de faire passer le message. D'ailleurs, ne mangez plus jamais de saumon. Justement, quand tu dis ça, comment c'est reçu ? Enfin, j'imagine qu'il y a de l'explication aussi dans les gens qui sont, en salle, qui vont servir, etc., etc. Tu les formes justement à ceci, à expliquer aux clients toute la façon dont tu travailles, tout ton engagement par rapport aux poissons ? Oui, je les forme. Oui, ils expliquent. Mais c'est pas évident d'être... Moi, je suis quelqu'un, il faut être honnête, je suis quelqu'un d'engagé. Vraiment, mes enfants ne mangent pas de saumon. Mes enfants ne vont pas... Je suis pas un tyran, hein. Mais mes enfants ne vont pas au McDo, je ne force pas les gens à faire des choses, j'explique juste aux gens que, attention, si tu fais ça, voilà ce qui se passe. Et voilà la façon dont... Et vu que moi je suis engagé à la fois chez moi mais aussi ici, c'est vrai que je fais pas les choses à moitié. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gris chez moi, c'est soit noir, soit blanc. Soit je vais bien, soit je vais pas bien. Le gris, ça n'existe pas. Et Comme ta cuisine. Un peu. Mais quand on dit ça, voilà. Moi, quand je dis quelque chose, je le dis à 200%. Et eux, quand ils le disent, c'est plus à 80%. Mais 80%, c'est bien déjà. Je te propose qu'on aille en cuisine pour continuer cette rencontre. Et puis, tu vas m'expliquer surtout le choix d'un plat que tu fais qui est l'un de tes plats signature. Julien Dumas, on est effectivement là dans les cuisines de Zostera. C'est pour ça qu'on entend un peu les bruits. Le personnel est parti juste à côté. On est juste avant le repas du soir.
il y a un plat, effectivement, qui, je ne sais pas si ça représente ta cuisine, du moins, c'est un de tes plats signatures, c'est un plat d'encornet. Est-ce que tu veux me parler de ce plat? Je peux parler de ce plat. Alors, comment est-ce qu'il est né? Alors, premièrement, j'ai toujours adoré la texture de l'encornet. Cuit, cru, mais d'abord cuit. Comme dans les morgates à l'armoricaine, enfin les sèches à l'armoricaine, ou alors les beignets de calamar. Et après, j'ai découvert avec Pierre des tagliatelles d'encornet. Donc c'était vraiment très très fin et cuit à la dernière minute. Carbona, il les faisait avec de la carbona, enfin en façon carbonara. Et après, je suis allé manger alors j'ai eu un voyage au Japon. Et j'ai découvert l'encornet cru. C'est là où j'ai commencé à vraiment apprécier cuit ou cru ce produit. Et après, je suis revenu à Paris. Je suis allé manger chez un sushiya à Paris qui s'appelait Sushi Bay. Et c'était Anada à l'époque. Et là, je l'ai vu fait travailler l'encornet d'une façon incroyable. Il faisait donc ce que j'appelle des écailles de dragon. C'était vraiment des incisions pour faire des sortes de triangles légèrement recourbé, et après il en faisait des petites lamelles, et j'avais trouvé ça tellement beau, je me suis dit que tiens, il fallait que je le laisse entier parce que c'était vraiment beau. Et après, en arrivant au Saint James, j'ai quelqu'un j'ai un de mes potes qui vient manger, il s'appelle Charles, et j'avais de l'encornet parce que je voulais faire des encornets crus en tagliatelle. Et là, l'encornet était trop petit pour faire des tagliatelles. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme faisait Anada. Et donc, je l'ai fait. Et je me suis dit, je peux pas laisser juste un triangle comme ça. Donc, j'ai essayé de faire des toutes petites lanières et j'ai essayé de recréer l'encornet. Et je l'ai servi comme ça dans une assiette, pure, dure, avec du riz, comme si c'était un peu un sushi. Et puis, l'été où je vais en Bretagne, à cette époque-là, grande marée, on va avec ma fille chercher des étrilles. Et entre la plage de Carnac et ce qu'on appelle la balise, il y avait très peu d'eau, à peu près jusqu'au mollet. Et là, je vois un encornet qui crache son encre et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une sauce à l'encre. Voilà, tout simplement. Et toi, effectivement, donc tu fais avec de l'encre de sèche. Et effectivement, c'est un plat qui est comme ce que tu as dit. Hein. C'est pas oui, non, c'est pas peut-être. C'est oui, c'est présent, c'est dans ton. C'est comme toute ta cuisine en fait. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce plat? Qu'est-ce que tu veux raconter? Juste l'histoire d'avoir une photographie de l'instant de vie et d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que j'ai fait ce plat-là. C'est juste ça. Et pourquoi lui devient presque ton plat signature? Je pense que c'est la beauté de la découpe, de la taille de l'encornet. C'est dans l'assiette qui a été vraiment ciblée pour le mettre en valeur. Enfin voilà, c'est tout ça. Je pense que c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est ça. Pourquoi ça devient mon plat signature? Moi, j'aime vraiment pas trop de parler de plat signature. C'est pas un... Oui, c'est un plat en fait, c'est un plat que les gens, avec la beauté des photos, viennent déguster. Mais j'ai pas vraiment de signature. Je trouve que c'est plutôt, grosso modo, je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment plus une cuisine signature qu'un plat. Avec des hauts et des bas, comme la mer. C'est l'effet Instagram, en fait, les gens effectivement viennent par rapport à une photo. Après, bien sûr, on adore ta cuisine, mais je veux dire, à la base, si ce plat est devenu iconique de ta cuisine, c'est l'effet Instagram, tu penses? Je pense que oui, parce que au début, quand j'ai commencé le resto, je voulais pas faire de réseaux sociaux. Et on m'a forcé à le faire, on m'a dit non mais il faut le faire. Je dis pour moi, Instagram, c'est que les gens qui viennent, qui disent c'est bon tout le temps. Et puis, et voilà, et du coup je l'ai fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait un effet quand même, donc, et que les gens venaient et qu'ils m'ont dit j'ai vu cette recette-là sur Instagram, donc voilà, donc je l'ai fait. Aujourd'hui, tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu fais des recettes, tu fais des choses comme ça, donc tu es passé de je ne veux pas d'Instagram à je suis un chef présent sur les réseaux. Oui, parce que aujourd'hui, ça attire une autre clientèle, une clientèle beaucoup plus jeune. Donc voilà, l'objectif c'est de faire venir les gens, de faire découvrir ma cuisine. Et voilà, et ça fait partie d'une méthode de communication. Avant, c'était vraiment les guides, les journaux, les articles dans le Figaro. Et là, je pense que maintenant, ça c'est un peu plus ouvert. Il n'y a pas que les guides et les journaux. Là, il y a la guide, les journaux, Instagram, les influenceurs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que... On va reparler un petit peu des produits. À quel moment tu t'es dit, tu as l'impression de ne plus cuisiner des produits, mais plus travailler un écosystème? Ah non, je travaille des produits avant tout. Mais je les remets dans leur écosystème. Le dernier en date, c'est la moule avec le kombu. Voilà, c'est des moules accrochées à un rocher, il y a des kombus dessus, et ça c'est la vie tout le temps de la mer et de l'océan.
Moi, je la découvre surtout l'été parce que c'est à cette époque-là que je vois les moules. Et puis, c'est aussi la saison des moules. Non, j'adore un produit, la moule de Pénétin. Comment est-ce que je peux la mettre en valeur? Ok, il y a du kombu, ok, il y a de l'eau autour, on fait un bouillon de moule, bouillon de moule et de kombu. Et on travaille autour de ça entre l'algue, la moule et le kombu. Et c'est vraiment de se dire, bah voilà, j'ai fait un produit, j'adore ce produit-là, je vous montre comment il vit dans la nature, à un moment précis, dans un lieu donné. Voilà. Tu as parlé du Japon. Est-ce que ça influence ta cuisine aujourd'hui? Beaucoup de chefs, effectivement, de ta génération, de la génération d'avant, sont fascinés par le Japon. Est-ce que ce côté précision et jusque-boutisme sur le produit, est-ce que cela t'inspire? Non. Ce qui m'inspire... Oui et non. Moi, je suis fasciné par ces gens qui travaillent sur une île et qui arrivent à préserver la nature sur leur île. C'est surtout certains chefs, tout ce qui est kaiseki, les 5-6 kaiseki que je connais, dans lesquels je suis allé manger. J'ai toujours eu, je trouve, énormément de chance d'aller chez eux et de voir qu'en fait, c'était vraiment... Ils m'ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils faisaient le cerf avec le champignon, avec ce champignon-là, parce que c'est un champignon qui poursuit les arbres et le cerf a tendance à gratter le dos sur ces arbres-là. Donc c'était cette approche-là de se dire, on doit vivre en harmonie avec la nature, avec les poissons, avec ce qu'on trouve. Et donc voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ici, ils importent des choses, mais ils ne s'octroient pas beaucoup le droit de faire autrement. Et moi, je trouve ça chouette. Souvent, les Japonais, quand on se renseigne un petit peu sur leur cuisine, ils expliquent qu'il n'y a pas que 4 saisons, il n'y a pas 8 saisons, mais il y a 32 ou 64 saisons. C'est-à-dire qu'il va y avoir des déclinaisons entre été, automne, hiver, printemps, etc. Et donc, il y a des micro-déclinaisons. Est-ce que ça t'anime aussi, ce genre de micro-déclinaisons? Je ne savais pas qu'ils disaient ça, mais du coup, ça représente plus la cuisine qu'on fait. Ouais. C'est ça. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, pendant l'hiver, c'est une cuisine qui est pas éteinte parce que voilà, elle vit quand même avec des produits d'hiver, mais c'est une cuisine qui est moins en mouvement parce que la Terre s'est arrêtée de tourner, parce que la Terre est un peu en mode stand-by, que l'océan, lui, subit quelques tempêtes. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à faire les mêmes produits, pas tout l'hiver, mais la plupart du temps. L'hiver, et que dès que la nature se réveille, là c'est même pas des micro-saisons, c'est la nature qui dicte ce qu'on fait vraiment beaucoup. Julien, je vais te laisser tranquille, effectivement, le temps du dîner. Moi, je vais aller m'installer, et puis on se retrouve juste après pour continuer la suite de cette rencontre. On va parler de plein de choses. À tout de suite. Bon appétit. Voilà, les premiers clients se sont installés. Là aussi, ça fait partie de ces restaurants où ça fourmille. Il y a beaucoup de personnel qui se balade, effectivement, et qui va vers les clients pour essayer de voir un petit peu les premières commandes, pour essayer de mettre dans l'ambiance. Je viens de m'installer dans ce beau restaurant parisien qui est Zostera. Dans quelques secondes, les premiers plats vont arriver sur le menu. Énormément de produits de la mer. Une viande est en option, mais c'est à l'image du chef Julien Dumas. Mon Dieu que c'est beau! La tomate qui a été préparée de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'en fait elle a d'abord été brûlée pour créer une sorte de coque marinée avec un sucre de raisin, un peu d'eau de mer. Et vous avez toute la représentation du jardin de Roland. Roland, c'est la personne qui fait les tomates. Et il y a du cosmos, une miette de pain grillée au jus de tomate et mélisse, citronnelle, menthe bergamote, basilic pourpre, amarante, j'en passe et des meilleurs. Ce plat-là, c'est vraiment, faut s'imaginer dans le jardin, y a les tomates, il y a les fleurs, les herbes, les plantes, et on récupère on récupère les tomates, on fait du jus, on mange du pain avec, et le tour est joué. Yes, chef. On continue avec l'artichaut qui a été préparé dans la cire d'abeille. Vous allez retrouver également à l'intérieur d'uxelles de carottes, artichaut et artichaut frit. Le maquereau qui a été légèrement mariné. Tout autour, vous allez retrouver feuilles de pimprenelle et feuilles de pourpier. Vous allez retrouver également une huile de berce tout autour. La berce, c'est une petite plante. On utilise la graine et vous allez retrouver des notes de mandarine, d'agrumes. Et on termine avec une huile de berce et un jus d'artichaut. Elle est belle cette huile.
Faut s'imaginer avec l'araignée la carapace en dessous et un peu comme si les œufs se cachaient en dessous de l'araignée. Tout a été utilisé dans l'araignée, c'est-à-dire que le bouillon est fait à base de mousseux, il y a une vinaigrette de corail. Avec l'intérieur de la tête, on a fait un jus d'araignée lié avec l'intérieur de la tête, œuf d'araignée sur le dessus et en étage en dessous vous avez courgettes, araignée, fleurs de courgettes. Elles viennent d'où les araignées? Araignée de mer, c'est Granville celle-là. Derrière, 2 artichauts de la table 4. Oui. Non, 2 homards. 2 homards. C'est bon, je reprends le poste. Tout de suite. Chaud. Servez, s'il vous plaît. Tiens, j'ai 2 homards à la table 4, s'il vous plaît. Pas ici. Avec une saucière. Oui. De quoi l'habitude? Les 2 homards, la table 4. C'est parti. Ah, il y a le plat qui vous attendent. Ah, j'y retourne alors. On est pour la 5, chef. Derrière, 2 artichauts de la table 4. Oui. Non, 2 homards. C'est bon, je reprends le poste. Tout de suite. Chaud. Servez, s'il vous plaît. Tiens, j'ai 2 homards à la table 4, s'il vous plaît. Pas ici. Avec une saucière. Oui. De quoi l'habitude? Les 2 homards, la table 4. C'est parti. Ah, il y a le plat qui vous attendent. Ah, j'y retourne alors. On est pour la 5, chef. Alors, on continue avec le homard qui est légèrement grillé au barbecue. Vous allez trouver une huile de piment fumé accompagnée de pomelo, tombée d'épinards préparée avec du citron caviar. Vous allez trouver également tombée d'épinards et verveine fraîche. Et je vous rajoute une bisque de homard. Le homard, il vient d'où? Homard breton. Ici, il faut s'imaginer sur les plages de Bretagne, pendant les grandes marées, en allant chercher des étrilles. J'ai vu un encorné qui vraiment, pour le coup, a craché son encre et qui était dans les herbiers marins. Et du coup, j'ai voulu refaire un peu ce plat-là il y a 7-8 ans, 5 ans, et il a évolué. Voilà. Et là, c'est maquereau à l'intérieur, brugnon, et les tentacules, c'est de la sèche, le corps, c'est de l'encornet, et une sauce à base d'encornet, crustacés et poissons. Merci beaucoup pour ce dîner. Tu as une cuisine ultra marquée en fait. Tu aimes beaucoup les agrumes, un petit peu d'amertume, tu aimes beaucoup l'acidité. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas peur de choquer, tu n'as pas peur effectivement d'avoir des goûts très forts, quoi. Non, je n'ai pas peur de choquer. Alors, je sais pas si, en fait, je trouve que c'est pas vraiment dans l'esprit de choquer. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une cuisine que je veux libérer, libre, sans compromis. Je veux pas me mesurer, voilà. Je veux juste que ce soit moi-même. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Soit c'est très bon et c'est très marqué, c'est très appuyé, en respectant bien évidemment le produit, soit on fait pas. Alors justement, Zostera, c'est ton restaurant. Là, si effectivement on entend un peu les bruits de la rue, ça veut dire qu'on est sur la toute petite, la petite terrasse, qui est une terrasse fermée, qui est à l'angle donc de la rue Weber et de la rue Pergolèse. Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que déjà, c'est un nom que pas grand monde ne comprend. Est-ce que justement c'est pour aller faire l'effort d'aller sur Google et de se dire c'est quoi Zostera? C'est exactement ça. C'est vrai? C'est exactement ça. Personne. Alors j'ai entendu plein de noms, Zosteria. La Zostera. Bon. Non, faut savoir une chose, c'est que Zostera, c'est le nom latin de la Zoster marine. J'ai découvert ça grâce à une fille qui s'appelle Capucine Brice, qui a pour objectif de faire des tablés Zostera. Et dès qu'elle sera prête, moi je serai là pour l'aider, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé si ça l'a dérangé que je prenne le nom Zostera, parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc elle m'a dit que pas du tout. Elle m'a fait découvrir une herbe, une plante, enfin une herbe plutôt, c'est ce qu'on appelle un herbier marin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se découvre quand la marée est basse et qui se recouvre quand la marée est haute. Je pense qu'il y en a aussi en Méditerranée, mais c'est des plantes un peu plus profondes qui sont sur le bord de mer, qui s'appellent la Posidonie, c'est la même famille. Et en fait, ces plantes-là permettent d'accueillir la vie, c'est-à-dire que c'est un lieu de reproduction des espèces de bord de mer. C'est un lieu de reproduction des coquillages, de certains céphalopodes comme l'encornet. Des crevettes et donc tous ces animaux-là viennent se reproduire à l'intérieur, ils viennent s'y cacher
pour frayer. Et c'est aussi une plante qui capte énormément de CO2, pas autant que le plancton, mais qui capte énormément de CO2. Grosse photosynthèse comme toutes les plantes vertes bien évidemment, et elle filtre l'eau. Donc une fois qu'on a dit ça, ça correspond déjà premièrement complètement à mon état d'esprit. Et quand j'ai lu le document, j'ai vu que cette plante était menacée d'extinction à cause du dérèglement climatique et aussi à cause des sports nautiques de bord de mer comme jet ski ou voilà. Donc faut comprendre que s'il n'y a plus de lieu pour les espèces pour venir se renouveler dans les bords de mer, ils iront ailleurs, mais je ne sais pas si ils y arriveront aussi bien. Voilà. Donc Zostera, c'est la zostère marine. Tout à l'heure, quand tu m'as fait visiter effectivement le restaurant, tu m'as dit la cuisine est très chaude, etc. Forcément, on utilise il y a des feux. Enfin, il y a beaucoup de chaleur. Tu fais partie des chefs qui ont créé un menu canicule. Et tu as dit c'est à la fois pour les clients pour apporter un peu de fraîcheur, mais c'est aussi pour les employés. C'est ça, hein ? C'est complètement ça. Mais vraiment, quand je dis complètement ça, c'est complètement ça. Juste avant la canicule, c'est-à-dire une semaine avant, il faisait déjà 30 et quelques degrés. Et là, j'arrive l'après-midi parce que j'essaie de donner aussi des soirées à des jeunes de temps en temps, le plus souvent possible, c'est-à-dire laisser des gens continuer. Ils sont là le matin et ils partent à 18h. Et j'essaie de leur donner du temps. Et un après-midi, j'arrive à 16h, 30 degrés extérieur, 42 à l'intérieur. J'ai dit, mais on ne peut pas faire ça. Ils ont dit, je vous oblige la semaine prochaine à faire de la mise en place la soirée, la nuit, dans les fours ou très tôt le matin. Et en fonction de ça, après, vous éteignez les plaques. Et puis ils m'ont remercié parce qu'ils m'ont dit mais non, mais comment on va faire pour cuire ci ou pour cuire ça. Et même là, avant le service, j'éteins les feux. Et en fait, c'est vraiment essayer de prendre parce que eux, ils sont dans l'esprit de vouloir bien faire, de continuer et tout ça. Ils se rendent pas compte de tout ça. Mais moi, je suis dans l'esprit plus de faire attention à eux et faire attention à ce qu'ils soient bien dans ce qui quand ils font la cuisine. Et en fait, on voit que si on fait un peu attention, justement, ils se sentent plus à l'aise et finalement la cuisine est mieux, est bien. Voilà. Est-ce que les changements climatiques, justement, ça modifie ta cuisine ? Oui, on est obligé de s'adapter. Je suis très triste et je suis très angoissé de ce qui est en train de devenir la planète. Vraiment, ça me fait de la peine de l'avoir changé. Même si j'ai aujourd'hui 47 ans, je vois Paris d'il y a 20 ans, je vois Paris maintenant et c'est plus du tout la même chose en termes de climat. Plus du tout. Et il y a un vrai changement. Et que les gens disent « ça s'est toujours passé comme ça », non. Moi, j'ai vu à Grenoble des mètres et des mètres de neige avec des moins 10, moins 15. Là, plus jamais, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il faut juste prendre conscience qu'on est dans une spirale qui nous entraîne vers un réchauffement global. 2 degrés, c'est pour nous faire gentiment espérer. Pour moi, c'est pas 2 degrés, ça fait 4 semaines qu'on n'est pas descendu en dessous de 35 degrés. Je veux dire, stop, c'est plus possible, quoi. Nous, à 22 degrés en Bretagne, ça n'a jamais existé, jamais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je ne veux pas changer le cours du monde dans ce que je fais au quotidien. Mais par contre, sur les réseaux, essayer de passer les bonnes pratiques, essayer d'expliquer aux gens comment il faut faire, essayer de faire changer la mentalité des gens. Leur expliquer qu'en consommant différemment, ça a un impact direct sur la planète. Prendre l'avion, je crois que c'est 1,5% des gaz à effet de serre, sauf pour ceux qui prennent des jets privés et qui voyagent en jet privé. La surconsommation de viande rouge, les élevages intensifs, les élevages de saumon, la façon dont on va chercher les poissons pour en élever d'autres. Je veux dire, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est toute cette espèce de système qu'on a mis en place en disant on fait comme ça et on peut pas faire autrement. En fait, si, on peut faire autrement. En fait, on peut faire autrement. C'est plus long, plus dur, plus compliqué, mais on peut faire autrement. Déjà, ne plus servir de viande. Toi, tu ne sers quasiment pas de viande, en fait, ou très peu. Alors, je ne sers que des produits issus de la chasse. Et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, je respecte les gens qui sont véganes. Je respecte les gens qui sont végétariens. Il faut juste comprendre une chose, c'est que sans chasse, aujourd'hui, on n'aurait plus de potager. C'est juste ça. Les sangliers, ça fait des ravages. Les cerfs, ça fait des ravages. Les lièvres, ça fait des ravages. Les oiseaux, je suis d'accord. On peut laisser tranquille les oiseaux, ça c'est le truc. Moi,
j'en fais très peu, à part les faisans qui vont venir bouffer les maïs. Ça, je fais du faisan. Mais à côté de ça, tout ce qui est animaux à bêtes à poil, c'est quand même... Ils se reproduisent quand même énormément. Et si on régule pas un peu, enfin, je veux dire, j'ai déjà vu, moi, des potagers de mon maraîcher détruits à cause d'un sanglier. Détruits. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de légumes, quoi. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la gastronomie, toi, d'ici une vingtaine d'années ? Je suis pas visionnaire. Non, mais tu le ressens comment, quoi ? Je sais pas, j'arrive pas à mettre un... Plus de végétal, plus de choses comme ça. Tu as commencé à travailler dessus, j'imagine, surtout le végétal. Je vais être d'accord avec toi sur ça. Après, est-ce que c'est ça dans 10 ans ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une vraie migrance pour ça, que les gens vont vraiment changer leur façon de consommer ? J'en ai vraiment aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que je pense qu'on peut se nourrir avec d'autres protéines que des protéines animales. Ça, c'est sûr, des protéines végétales. Après, je trouve que la digestion de la protéine végétale, pour certaines personnes, elle est quand même un peu complexe. Moi, j'essaie de trouver des sources de protéines un peu différentes, comme le nori ou les algues. Ça aussi, c'est d'autres sortes de protéines. Est-ce qu'il y a des projets que tu n'as pas encore réussi à concrétiser ? Ah oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Alors là, effectivement, on a parlé des travaux, mais ça, bon, j'imagine que c'est le côté physique, effectivement, d'un restaurant, de faire les travaux. Mais quels sont les projets que tu aimerais faire ? Mais j'ai tellement de projets que je voudrais faire que je peux pas mener à bien. C'est par exemple aller au bout de la démarche de la récupération des choses qu'on a en cuisine. Coque, coquillage, essayer d'en faire des émails pour faire des assiettes, des émaux pour faire des assiettes. Faire un compost, on en fait, mais utiliser le compost qu'on fait ici pour avoir un potager juste à côté de Paris et vraiment être en autonomie. C'est finaliser le jardin dans lequel on est, le bout de terrasse dans lequel on est pour en faire un vrai jardin. C'est aller au bout de la démarche des assiettes. J'ai tellement de projets, je les ai tous mis sur un bout de papier. Tu les coches au fur et à mesure ou alors tu les prévois sur 10 ans peut-être ou 5 ans ? Ouais, mais dans 5 ans, j'aurai déjà d'autres projets. Ouais. Donc en fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire et aller au bout de plein de choses. Après, il faut de l'argent, hélas, aujourd'hui. Et de quoi les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Mais ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est l'argent. Si j'avais de l'argent, je pense que j'irais beaucoup plus vite. Dans ta cuisine, donc on l'a dit, vous êtes 6 ou 7, donc il y a forcément des jeunes. Comment tu transmets, toi, tes valeurs éco-responsables ? Alors ça, c'est un vrai défi. Même à leur âge, c'est un défi, c'est fou ça. C'est-à-dire que j'avais une poubelle juste pour les biodéchets. Et ils n'ont jamais vraiment... il y avait toujours des problèmes. Et puis après, au bout d'un moment, j'étais obligé de checker. Et après, pour eux, les biodéchets, c'était vraiment tout. C'est-à-dire que dès qu'il restait un bout d'olive sur un truc, non, on jette. Dès qu'il reste un bout de machin, non. Le biodéchet, c'est pas je mets dans la poubelle et ok, c'est du biodéchet, c'est cool. Non, il faut d'abord finaliser le produit, il faut aller jusqu'au bout des choses, sinon c'est de la perte. Et après, voilà. Et puis après, ça a été dur à mettre en place, mais c'est dans les mœurs. Il faut leur expliquer tout le temps, c'est ça ? Ouais, faut être derrière eux. Donc voilà, mais ils comprennent. Et voilà, ils ont vu des poissons, ils ont compris que voilà, ils n'avaient jamais cuisiné de vive, ils ont cuisiné de la vive. Ils ont vu qu'il y avait une autre façon de voir la cuisine. Et ça, c'est chouette. Julien Dumas, merci beaucoup pour ce dernier numéro de la saison des Demain sur la table. Zostera, Paris 16e. En tout cas, c'est une très belle cuisine que tu proposes, étoilée. Mais bon, ça, c'est le Graal d'avoir les étoiles. Et après, en tout cas, tu proposes une très belle cuisine. Moi, j'encourage tout le monde à essayer de venir te voir au moins une fois dans sa vie, parce que tu as une cuisine qui est affirmée, qui te ressemble. En tout cas, merci beaucoup. Et on est admiratif à la fois devant les produits que tu utilises et la façon dont tu les prépares. Merci à toi. Merci Fred. Julien Dumas a fait de la mer son territoire et de la pêche durable sa conviction. Ce que ce chef nous dit au fond, c'est qu'on ne change pas une filière par les discours, on la change depuis les cuisines, assiette après assiette, depuis presque 20 ans. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager autour de vous. Les Demain sur la table, un podcast en immersion par Fred Ricou.